Dans la capitale du Katanga, c'est l'anarchie. Des prisonniers de droit commun, évadés de la maison d'arrêt mal gardée, multiplient les pillages dans les quartiers périphériques. Les officiers katangais, promus à la va-vite afin de pallier les expulsions des volontaires européens, sont incapables de tenir leurs unités. En découvrant cette pagaille, Denard craint le pire pour ses Bahemba. Il ne lui reste plus qu'à espérer que Kabuita a hérité de son commandement. Décidé à pousser plus loin les avantages de l'opération Rum Punch, le représentant de l'ONU, Conor O'Brien, en a déclenché une autre baptisée Mortor, ce qui signifie écrasement en hindoustani. Avec cette nouvelle manœuvre d'envergure, O'Brien et son adjoint, le français Michel Tomblaine, espèrent bien sonner le glas des ambitions de Moïse Tshombe. Le général Raja s'est vu confier la tâche de contrôler Elisabethville avec 4 bataillons de casques bleus. Le premier est formé de Gourkhas commandés par le colonel Maitra, le second de Dogras aux ordres du colonel Singh, le troisième des Irlandais du lieutenant-colonel McNamee et le dernier de Suédois dirigé par le colonel Vahem. Du fait de son importance qui la rend bien peu manœuvrable dans les combats de rue, cette troupe n'a pas réussi à venir à bout des 1000 gendarmes, pourtant bien mal commandés. Les casques bleus, si prompts à tirer au hasard sur la foule de réfugiés Balouba pris entre deux feux, ne parviennent pas non plus à mettre hors de combat les groupes de francs-tireurs commandés par Falk et ses officiers parachutistes, ainsi qu'une poignée d'autres volontaires en civil qui leur mènent la vie dure depuis le 13 septembre 1961. Dans la bataille décisive qui s'annonce, chacun a, selon Denard, de bonnes raisons de se venger de quelqu'un ou de quelque chose. O'Brien, qui est irlandais, tient à mettre au pas les quelques Anglais qui servent parmi les volontaires tchombistes. Le général Chiari, lui, est tunisien. Retranché avec O'Brien derrière les hauts murs de la résidence Claire Manoir, transformée en bunker, il vise les Français, puisque De Gaulle vient de s'opposer par la force aux visées de Bourguiba sur les bases françaises de Bizerte. Pris dans cette ambiance de haine, bien décidé à faire payer au casque bleu l'humiliation qu'il a subie à Niemba, le lieutenant rejoint Tony de Saint-Paul. Ce dernier amène Robert Denard à bord d'une Jeep au PC qu'il a établi à la sortie de la ville, dans une villa proche d'une boîte de nuit, rouverte par les mercenaires pour narguer les Onusiens. En dehors de quelques anicroches avec des patrouilles de blindés qui rebroussent chemin au premier coup de feu, il ne se passe pas grand-chose dans leur secteur. Pour sortir de la routine, Saint-Paul, le capitaine Ropagnol et Denard décident de prendre d'assaut une villa proche de leur campement qu'ils savent être occupée par 24 casques bleus irlandais. À la nuit tombée, ils entraînent vers l'objectif une poignée de gendarmes katangais à qui ils ont donné pour consigne de courir autour de la villa en tiraillant. Abusés par le raffut, les Irlandais s'imaginent menacés par une grosse compagnie. Ils ripostent timidement, puis leurs armes se taisent. Les gendarmes cessent alors de tirer et Tony de Saint-Paul, qui parle mieux anglais que Denard, ordonne aux assiégés de se rendre. Quelques minutes s'écoulent et les Katangais, les armes pointées vers les fenêtres de la villa, espèrent l'ordre de reprendre le feu. Le lieutenant et Saint-Paul sont sur le point de le leur donner lorsqu'un Irlandais vient vers eux, désarmé, les bras en l'air. Après un court palabre avec Saint-Paul et Ropagnol, l'homme retourne vers ses compagnons. Quelques minutes plus tard, les Irlandais viennent les uns après les autres déposer leurs armes. Main sur la nuque, ils se laissent enfermer dans la villa sans s'apercevoir qu'ils se sont rendus à une poignée d'hommes. Et même si les vivres se font rares, les hommes se montrent bons princes en partageant leur ordinaire avec les prisonniers. Ce qu'ils entendent sur les casques bleus les encourage de plus en plus à tenir tête aux Onusiens. Le gouvernement du général de Gaulle a élevé des protestations contre les brutalités des troupes de l'ONU. Le président de l'ex-Congo français, l'abbé Fulbert Youlou, attaque encore plus directement les Nations Unies. Il leur dénie une fois de plus le droit de réunifier au Congo le Katanga de son ami Tshombe. Pendant qu'une partie de l'opinion internationale s'émeut enfin du sort du Katanga,
les derniers diplomates d'Élisabethville plient bagages. Au Léopold II, l'hôtel le plus chic de la ville, les clients se font de plus en plus rares. La douzaine de téléphonistes râleurs qui officient habituellement à son standard des années 1930 n'ont plus qu'à croiser les bras. Les terrasses du vieux palace servent chaque nuit de plateforme de tir à quelques mercenaires. Ils prennent pour cible les Gourkhas installés en face, dans le bâtiment de la poste. Les Indiens ripostent à coups de longues rafales de mitrailleuses lourdes qui ajoutent à la terreur des habitants terrés dans leurs maisons. La garde prétorienne de Conor O'Brien constitue une autre cible de choix. Continuellement harcelées, les troupes du général Raja perdent du terrain. Des carcasses de blindés légers, peints aux couleurs de l'ONU, sont abandonnées par leurs équipages, surpris par des embuscades. Moïse Tshombe a fini par se réfugier en Rhodésie, où le consul britannique Dunay lui sert d'intermédiaire dans ses tractations avec O'Brien. 2 jours avant l'ouverture de la session de l'ONU à New York, Dunay annonce à O'Brien que Tshombe, sûr de lui depuis que les mercenaires semblent en position de prendre le dessus, exige que les casques bleus se retirent sur leur base arrière. Tshombe propose aussi de rencontrer à Ndola, la capitale rhodésienne, le secrétaire général des Nations Unies, qui se trouve justement au Congo. Dag Hammarskjöld hésite d'abord à se plier aux volontés de Tshombe. Puis, il ordonne de préparer l'Albertina, le DC-6 blanc, qui lui a servi au cours de ses premiers déplacements, et gagne l'aéroport de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Escorté par le gratin des forces de l'ONU, le secrétaire général passe lentement en revue une escouade de Suédois avant d'embarquer. Il est presque 23 heures. Tshombe et quelques-uns de ses ministres font le pied de grue sur le tarmac de Ndola. Enfin, le pilote de l'Albertina signale sa position par radio et demande l'autorisation de se poser. Les lumières de l'aéroport, qui n'est plus qu'à 2500 pieds d'altitude, se détachent distinctement sur le ciel clair lorsque soudain le DC-6 change de cap et s'éloigne vers le nord. Tshombe entre dans une rage folle quand un technicien de la tour de contrôle le rejoint pour lui annoncer que le passager de l'Albertina a changé d'avis. Tapant des pieds et brandissant le poing vers les étoiles, il maudit Dag Hammarskjöld, qui le traite avec une telle désinvolture. Le lendemain matin, le monde apprendra que l'avion du secrétaire général des Nations Unies s'est écrasé à une dizaine de kilomètres de Ndola. Dès qu'ils ont vent de la nouvelle, les Katangais proclament que c'est l'un de leurs avions qui a provoqué le crash du DC-6. Ils précisent même que l'auteur de cet exploit est le lieutenant Delin avec son Fouga Magister basé à Kolwezi, à plus de 400 km au nord-ouest de Ndola. Une fois la mort du secrétaire général des Nations Unies confirmée par Olivier de Radig, le pilote personnel de Tshombe qui a retrouvé l'épave du DC-6 au cours d'une reconnaissance à basse altitude, les deux camps semblent se figer. O'Brien cesse de multiplier sur les ondes ses appels à la reddition. De son côté, Moïse Tshombe ordonne en vain un cessez-le-feu. Le 19 septembre 1961 au soir, les combats reprennent de plus belle. Des Indiens quittent en camion l'hôtel Lido et s'engagent sur le boulevard Élisabeth. Sans doute décidés à se venger des tirs de harcèlement qu'ils ont subis les nuits précédentes, ils se mettent à tirailler sur les façades des maisons. Peu après, une unité tchombiste se lance à l'assaut des Gourkhas qui tiennent la poste. Ces derniers ne cèdent pas un pouce de terrain malgré la débauche de mortiers, de roquettes et de rafales de mitrailleuses lourdes qui accompagnent le concert des armes légères dont, comme toujours, les Katangais usent sans aucune modération. Au matin du 20 septembre 1961, la presque totalité du millier de gendarmes katangais a gagné la brousse qui enserre la ville, abandonnée aux Onusiens. Les casques bleus donnent alors l'assaut d'un poste de police. Ils abattent 2 fonctionnaires et en blessent 11 autres. Après avoir fait courir le bruit que le consulat français était devenu un repère de mercenaires,
il tire une vingtaine d'obus de mortier sur la résidence du consul Lambroschini, qui est blessé au thorax. Au même moment, les mitrailleuses lourdes de la gendarmerie prennent pour cible des appareils de l'ONU qui tentaient de se poser avec des renforts. Une trêve informelle ramène un peu de calme et Moïse Tshombe rentre dans sa capitale. Là, il organise une conférence de presse au cours de laquelle il s'en prend à O'Brien. L'Irlandais, selon lui, est un type faux et ses soldats des sauvages qui ont massacré des policiers et leur ont coupé les organes. Citation textuelle. Entendant cela, un conseiller tire le président par la manche et lui chuchote quelques mots à l'oreille. Sans se démonter, le président du Katanga rectifie son lapsus et reprend le fil de son propos. L'optimisme affiché par Tshombe et son entourage paraît à Denard de mise. Depuis son poste d'observation de la périphérie, il voit en effet des avions débarquer des renforts, malgré la menace de ses mitrailleuses. En outre, le lieutenant sait qu'en ville, les positions indiennes de la Poste et du Clermanoir n'ont toujours pas cédé. Elles ont même été fortement consolidées. Les ministres de Tshombe, réinstallés en ville, se soucient bien peu de ces indices alarmants. Ils décrètent que, sous peine de graves sanctions, aucun commerçant ne devra dorénavant vendre quoi que ce soit aux gens de l'ONU. Tshombe se sent plus fort que jamais, puisque, grâce aux mercenaires, il détient plus de 200 casques bleus. Il les utilise comme otages jusqu'à ce que, le 21 septembre 1961, il conclut enfin un cessez-le-feu. Une fois la trêve entrée en vigueur, l'ONU doit non seulement remettre en ordre ses positions malmenées, mais aussi assurer le ravitaillement des 30 à 40 000 Baluba réfugiés dans les sinistres camps de la périphérie d'Elisabethville. Ces Baluba sont en effet menacés de mort par les Katangais, les Lunda surtout. Les bidonvilles sont le théâtre de drames quotidiens. À chaque distribution de vivres, les casques bleus contiennent la foule à l'aide de leurs baïonnettes. Des gosses, des femmes et des vieillards sont piétinés par d'autres affamés. Du haut de leurs miradors, des tireurs lâchent au ras des têtes des rafales de mitrailleuses pour ramener le calme. L'ambiance délétère d'Elisabethville pèse de plus en plus sur les nerfs de Robert Denard. Lorsque Falk, qui vient d'être promu colonel, lui demande de le suivre à Kolwezi, où il doit créer une école destinée à former enfin une véritable armée katangaise, le lieutenant ne se fait pas prier. À peine installé dans le camp d'entraînement de Kolwezi, Denard se consacre exclusivement à l'instruction voulue par Falk. Il est à prévoir que l'ONU, dont les soldats de métier issus d'une dizaine de nations n'ont pas réussi à venir à bout d'une armée sans véritable chef et de 200 mercenaires, ne va pas rester sur le camouflet que les Katangais lui ont infligé à Elisabethville. Falk et Denard doivent donc préparer l'armée du Katanga à la riposte des Onusiens. Entre deux marches en brousse à la tête d'une compagnie katangaise, le lieutenant participe à des séances de propagande dans les faubourgs de Kolwezi. La troupe enrôle des centaines de volontaires dont le moral est chaque jour entretenu par les déclarations enflammées des ministres d'Elisabethville qui continuent de mêler dans l'insulte l'ONU, le président du Congo Joseph Kasavubu et les États-Unis de Kennedy. Robert Denard se donne tellement à la tâche que, la fatigue aidant, il fait une mauvaise chute dans un parcours de brousse et se casse la jambe. Comme il ne peut plus servir à grand-chose sur le terrain, Falk le réexpédie à Elisabethville, où, sans songer à s'accorder un jour de repos, il devient officier de liaison à l'état-major du général Muck. Soucieux de découvrir une nouvelle facette de son métier, Denard s'attelle aux tâches administratives dont dépendent le bien-être et parfois même la survie des soldats qui sont sur le terrain. Si son travail est moins ingrat qu'il ne pouvait le craindre, le lieutenant a des difficultés à supporter le climat de mesquinerie qui règne dans l'entourage du général Muquet. Plusieurs officiers français, las de le subir, finissent par donner leur démission. C'est ainsi que s'en vont les capitaines Bader et Tony de Saint-Paul, sans que Moïse Tshombe, qui leur doit tant, ne fasse un geste pour les retenir. Le capitaine Ropagnol part lui aussi, mais dans l'intention de recruter de nouveaux volontaires français.
Robert Denard apprend bientôt aussi que, trahi par on ne sait qui, Ropagnol a été arrêté et emprisonné à Toulouse. Isolé parmi des officiers belges, le lieutenant se méfie de tout et de tous. Au bout d'un mois de paperasserie, il devine à de petits riens que la trêve ne va pas durer longtemps. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, le birman U Thant, laisse en effet les forces de Léopoldville lancer des incursions vers le nord du pays. Le 7 novembre 1961, la nouvelle parvient à l'état-major qu'une unité de l'armée nationale congolaise, ANC, a capturé et massacré 13 pilotes italiens de l'ONU qu'ils ont pris pour des mercenaires. Le bruit court que les malheureux Italiens ont été découpés vivants et vendus comme viande de boucherie et dévorés par une population excitée par ces sorciers et ces meneurs. On dit aussi qu'une compagnie de casques bleus malais basée à Kindu, une bourgade toute proche de la tuerie, n'a rien tenté pour sauver les pilotes. L'ONU est une nouvelle fois la cible de Tshombe, qui la vilipende sur les ondes en même temps que les troupes du gouvernement central de Léopoldville. Le drame de Kindu, succédant à des mitraillages d'hôpitaux et d'ambulances par les forces de l'ONU, ne sert pas la popularité d'O'Brien. Tshombe le sait et s'empresse de multiplier les conférences de presse virulentes devant les envoyés spéciaux venus du monde entier. Menacé par les forces de l'ANC, Kasongo Nyembo, l'empereur des Baluba frontalier du Sud Kasaï, appelle Tshombe au secours. Comme Denard a presque retrouvé l'usage de sa jambe, il se fait envoyer à Kanyama avec une dizaine de volontaires. Il arrive en pleine bataille. Roger Braco, un pilote mercenaire que le lieutenant a déjà croisé à plusieurs reprises depuis qu'ils se sont engagés ensemble, est déjà sur place. Après avoir fait le point de l'avance de l'armée nationale congolaise, ils décident ensemble de lancer une contre-attaque destinée à couper la route au premier des bataillons qui, ayant franchi par surprise la rivière frontalière Loubilache, s'est infiltré en terre katangaise. Robert Denard accompagne Braco à bord de son avion, un Dove, transformé en bombardier léger grâce à des ouvertures pratiquées dans la carlingue. Il n'y a pas de bombes d'aviation et ils doivent découpiller des grenades qu'ils engagent dans des verres. Lorsque ceux-ci se brisent au sol, ils libèrent la cuillère des grenades au milieu des bandes rebelles. Les cadres de Kasongo Nyembo ont presque tous passé quelques semaines au camp de Kolwezi. Appliquant à la lettre les leçons de Falk, ils ne se contentent pas de risquer les banderilles aussi désordonnées que téméraires auxquelles ils étaient habitués. Ils ont acquis des réflexes de vrais chefs et savent maintenant contenir l'impatience de leurs hommes, qu'ils ne lâchent sur l'ennemi qu'après une solide préparation de mortiers et le bombardement artisanal de Braco. La bataille bien engagée ne dure pas longtemps. Les compagnies de l'ANC se débandent et repassent la Loubilache en semant derrière eux un important matériel. Afin d'empêcher le retour en force des troupes défaites, Denard s'attelle, avec le commandant François Etzlen, le second de Falk, à la mise à bas du pont qui enjambe la rivière. Ses piles truffées de dynamite, l'ouvrage saute dans un tumulte apocalyptique. Les Baluba de Kasongo Nyembo, qui ont assisté à sa destruction, improvisent alors une danse rituelle. Ils saluent ainsi la défaite de leur ennemi, qui ne pourra plus emprunter la route de Mwenditu, la première ville du Kasaï, où Kalonji ne résiste hélas plus aux forces de Léopoldville. Tout danger semblant pour l'instant écarté à la frontière du Sud Kasaï, le lieutenant donne durant quelques jours des leçons de tactique et de technique au cadre Baluba avant d'obtenir de Falk l'autorisation de rejoindre Kongolo. Là, il retrouve Kabuita et ses Bahemba. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager un maximum sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, de mettre un petit pouce bleu vers le haut, de laisser un commentaire et surtout, bien sûr, de vous abonner afin de ne pas manquer la suite. C'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Je remercie bien tous les abonnés, sans qui rien ne serait possible.